Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau Silver Screen consacré à Star Trek, le 60e anniversaire. À l'occasion du 60e anniversaire, nous voulions vous proposer de revenir sur l'épisode pilote The Cage de Star Trek avec Maxime et Alexis, que vous connaissez déjà bien sur la chaîne. Salut à vous. Hello tout le monde. Salut tout le monde, salut Sébastien, salut Maxime. Comment vous allez? Chaudement. Chaudement. Ça va bien malgré la chaleur. Voilà, la vie. Ça sera un live chaleureux ce soir. Un live très chaleureux pour les 60 ans de Star Trek. Alors, The Cage est l'épisode pilote de la série classique, mais qui en réalité n'a été diffusé que 20 ans après, en 1986 pour la première fois aux États-Unis. Avec des passages qui étaient en noir et blanc, puis une version intégrale en 1991. Alors je vous propose de lancer l'épisode pilote. Alors, est-ce que vous vous souvenez bien de ce premier épisode? Alors oui, moi je m'en souviens assez bien parce que j'aimais beaucoup l'acteur Jeffrey Hunter qui faisait Christopher Pike. Et je m'étais toujours demandé en fait qu'est-ce que ça aurait donné la série originale si ça n'avait pas été Bill Shatner et que ça avait été lui en fait qui avait été le capitaine de Enterprise à la place de Shatner. Je me suis toujours parce qu'il avait un vrai charisme, je trouve, Jeffrey Hunter. Oui, ouais, totalement. Bah, il était connu pour avoir joué dans La prisonnière du désert, notamment. Et puis c'est un acteur qui est mort prématurément puisqu'il est décédé en 1969, 5 ans après le tournage de cet épisode. Ouais. D'ailleurs, je ne sais pas si vous saviez, mais quand ils ont tourné le pilote, il avait un contrat de 6 mois avec Star Trek. Et ce qui fait que quand ils ont tourné le deuxième pilote, il aurait pu reprendre son rôle de Pike, mais en fait, il a décliné parce que lui, il voulait faire du cinéma. Et puis, il y a sa femme aussi qui l'a poussé à ne pas reprendre son rôle. Et donc, c'est comme ça que le rôle a été attribué après à Bill Shatner. Ouais. Tout à fait. Et donc, ce premier épisode, en fait, avait été rejeté à l'époque par la NBC, qui l'avait trouvé un peu trop cérébral. Maxime, je crois que tu l'as découvert assez récemment, ce pilote. Oui. Parce que déjà de base, ayant découvert ayant découvert Star Trek, principalement avec la nouvelle génération, j'ai vu la série originale que très tardivement. Et en l'occurrence, du coup, cet épisode pilote, je ne l'avais jamais vu, puisque j'avais principalement vu des épisodes par-ci par-là, mais jamais la série d'une traite en entier. Et j'avais principalement, pour cet épisode-ci, j'avais principalement vu des extraits, soit dans des, dans des séries ou documentaires qui en parlaient, soit euh, via la série Strange New World, vu qu'elle reprend en rôle principal le Capitaine Pike, et dans un épisode notamment qui fait référence à cet épisode-ci. Tu Oui. l'avais pas vu dans le double épisode de la ménagerie? Tu n'avais pas vu parce que tu sais, dans la ménagerie, en fait, ils reprennent The Cage qu'ils ont découpé en 2 épisodes Oui. où tu as Kirk qui,
en fait, comment c'est Spock qui détourne l'Enterprise et en fait, il montre à Kirk ce qui s'est passé sur Talos 4 là. Oui, c'est un épisode qui se passe 13 ans après cet épisode pilote où Ouais, c'est ça. Christopher Pike a été victime Tout à fait, d'un ouais. grave accident et Monsieur Spock a pour projet en secret de le ramener sur la planète Talos 4. Voilà. C'est ça. Alors Alexis, est-ce que tu veux bien nous expliquer un peu l'intrigue de cet épisode pilote en quelques lignes? Quelques lignes. Alors donc on a affaire au capitaine Christopher Pike et ils reçoivent en fait un SOS d'une planète, d'un vaisseau terrien qui se serait écrasé dessus. Et donc ils y répondent et quand ils atterrissent sur la planète, donc ils découvrent qu'il y a des survivants. Et en fait, plus ils avancent et qu'ils essayent de voir pour ramener les survivants à bord de l'Enterprise, en fait, ils se rendent compte que c'est une illusion. Et il y a une survivante qui est très jolie, qui emmène Pike pour lui dire voilà, j'ai un secret à vous montrer. Et en fait, quand elle l'emmène à part de ses hommes, elle le fait capturer par les Talosiens. Et donc Pike se retrouve capturé et mis dans une cage, d'où sûrement le titre The Cage, je pense. Et pour subir donc différentes expériences avec la fameuse rescapée, soi-disant, du crash du vaisseau. L'Enterprise va tout faire pour essayer de le libérer, et donc au fil de l'épisode, il y aura le numéro 1 donc, qui est Majel Barrett, qui va devenir ensuite la nurse Chapel dans la série classique, qui là est le numéro 1, et Monsieur Spock donc vont essayer de tout faire pour le libérer. Ils ne vont pas y arriver, et au fil des expériences, en fait, les Talosiens vont se rendre compte que les Terriens détestent être enfermés ou capturés, et qu'ils préfèrent mourir plutôt que de vivre en captivité. Et l'épisode se termine où donc les Talosiens renvoient les deux femmes, parce qu'ils avaient fait venir ensuite, après la survivante, ils avaient fait venir la numéro 1 et une autre lieutenant qui était plus jeune qu'elle, pour que Pike en fait choisisse entre les 3 femmes pour se reproduire. Et donc à la fin, donc ils renvoient les 2 femmes et ils expliquent à Pike en fait ce qui s'est passé avec la survivante, la rescapée. Donc on la voit, elle est complètement démolie, très Très blessé. très blessée, voilà. Et puis en fait ils l'ont reconstruite comme ils pouvaient. Et en fait grâce à leur pouvoir télékinésique, en fait ils lui donnent l'illusion qu'elle est toujours en bonne santé, qu'elle est toujours très belle, etc. Et donc Pike repart ensuite et il la laisse sur la planète. Et les Talosiens en fait ont créé une copie conforme de Pike qui va vivre avec donc la rescapée qui est blessée et qui ne peut pas quitter la planète des Talosiens. Mais c'est très bien résumé. Et après, tu l'évoquais, on retrouve les personnages Pike et puis Monsieur Spock, qui aura un rôle déterminant dans toute la série. Il y a Ouais. d'autres personnages aussi, type un peu qui ont quand même des points communs avec les futurs protagonistes de Star Trek. Le docteur, par exemple, qu'on voit à l'écran, fait beaucoup penser au docteur McCoy, je trouvais dans le style. Ouais. Ouais, donc là, au niveau de la série, on voit que c'est donc le pilote. On sent bien que tous les concepts ne sont pas encore bien établis. Que ce soit au niveau des... Il y a déjà une bonne base. On voit que au niveau des uniformes, il y a pas mal de... ce n'est pas exactement le look qu'ils auront par la suite. Ouais, on voit déjà quand même le code couleur, donc le jaune pour le bleu pour les officiers scientifiques. Par contre, on peut noter que dans ce pilote, il n'y a pas de red shirt encore. Oui. Non, c'est vrai. Et il y a un fait important, le numéro 1 est interprété par une femme dans l'épisode pilote. Ce qui pour les années 1960 était quand même assez fort. Ouais, tout à fait.
Bon, c'était comme tu le disais tout à l'heure, c'était l'épouse de Gene, la future épouse de Gene Roddenberry qui jouait le rôle principal. Elle jouera aussi dans Star Trek La Nouvelle Génération, où elle interprétait la mère de la conseillère Troy. Oui, tout à fait, oui. Alors, j'ai un fait un peu amusant, c'est la représentation de l'exploration, tout début de l'épisode pilote avec ce petit fondu enchaîné pour montrer le parcours du vaisseau. Oui. Et d'ailleurs, il faut signaler que c'est avec cet épisode pilote que les maquettes de l'Enterprise ont été construites D'accord. pour ensuite pouvoir être utilisées dans la série classique. Alors la version qu'on est en train de regarder est une version qui a subi un petit lifting en 2006 puisque Star Trek s'était vu attribuer des effets spéciaux numériques Oui. pour remplacer les effets de maquette. Un peu pour s'aligner, je pense, avec les autres séries, la nouvelle génération et autres. Alors Maxime, je sais Oui. pas ce que tu en penses, mais je trouvais que le Captain Pike dans l'épisode pilote est un peu plus froid par rapport à celui de Strange New World. Oui, effectivement, même si il a quand même déjà un sacré charisme, c'est ce qu'on disait tout à l'heure là, sur l'acteur qui l'incarne, je trouve qu'il a une bonne prestance, mais effectivement, tout du moins là dans le début, il fait effectivement très, très froid, les dialogues sont toujours très, comment dire, pas sévère, mais tu sens que il doit montrer que lui, il représente l'autorité dans le vaisseau. C'est ça. Et alors là, on a Monsieur Spock à l'écran qui a un look légèrement différent de celui qu'il aura après dans la série originale. Et j'avais lu que le rôle avait été aussi proposé à Martin Landau. Ah, Oui, d'accord. mais à l'époque, il avait refusé parce qu'il voulait pas faire de la télévision, ce qui est assez amusant puisque bon, ce sera l'un des héros de Mission Impossible par la suite. Bah oui, c'est ce que je me disais. Il tournait pas déjà Mission Impossible à Et cette époque. pas encore, pas Ah, encore à l'époque du tournage en 64. Et, ah et bah puis, c'est bête parce qu'on aurait eu Barbara Ben en Chapel s'il était venu. c'est ça. Oui, et puis Leonard Nimoy jouera lui aussi dans Mission Impossible par la suite dans le rôle de Oui, Paris. tout à fait. Ouais. Alors je trouvais sympa la manière dont était représentée la téléportation dans l'épisode pilote. Ça diffère un petit peu par rapport à la série classique par la suite. Ouais. L'effet sonore est pas le même. L'effet est peut-être un peu plus progressif. Hmm. Leur uniforme là, je trouve vraiment cool. Oui, Il y a vraiment, d'ailleurs on n'y voit pas le logo de Starfleet dessus. oui, exact. Ouais. Hein. Bon, un décor typique de Star Trek. Par contre, il y a un petit truc amusant là, si vous regardez bien la scène, vous voyez que Nimoy, en fait, il a des bottes trop petites et Oui, boîte. ouais, il boite. Oui, Il a mal aux voilà. pieds, ça se voit. Oui, oui. Ça n'a pas l'air confortable. Non. Mais après, l'avantage de finalement de ces premiers costumes pas encore finaux où il n'y a pas l'insigne de Starfleet, bah, c'est cohérent finalement avec la directive première qu'ils ont, qui est de ne pas perturber le développement des autres civilisations, puisque là, du coup, si on les, si on les voit, eh bien, personne ne sait que bah, ils viennent d'ailleurs parce qu'ils ont un symbole qui n'est pas connu enfin, ou autre. Oui, tout à fait. Les phasers aussi, c'est les anciennes versions encore. Version pistolet, là, bizarre. Mm. Qu'on revoit dans un ou deux épisodes de classique, mais après, ils passeront au nouveau phaser plus petit, là, et puis il n'y a plus asymétrique. Là. Oui, Oui. oui, oui, exact.
On voit que l'arrière du phaser, on retrouve un petit peu le design de ce qu'on trouvera après, mais effectivement sur l'avant, c'est très différent. Alors voilà le- les- l'équipage censé du Columbia, c'était ça, hein. Ouais. Un équipage scientifique qui avait disparu il y a de nombreuses années, originaire de la Terre. Oui. Christopher Pike est très charismatique. Il a une présence typique des années 60. Et là, voilà Vina, que tu évoquais tout à l'heure, Alexis. Ouais. Il y avait toujours une jolie femme hein, dans dans les épisodes de Star Trek. Blonde, aux yeux bleus. Et c'est là où c'est intéressant, elle jouera le rôle du docteur Carol Marcus dans Star Trek 2, la colère de Khan. Ah, d'accord. Voilà, l'ex-femme du capitaine Kirk. D'accord. Alors moi, cette actrice-là, Suzanne Oliver, je la connais surtout grâce à un film avec Jerry Lewis, où il se retrouve, enfin, il veut devenir docteur et puis donc il travaille dans un espèce d'hôpital qui la recueille et puis il travaille pour lui payer sa chambre, etc. et aller odieuse avec lui. Et j'avais tilté sur cette actrice parce qu'elle était vraiment belle, quoi. Ah, les fameux communicateurs. Ouais, là aussi, qui sont pas en version définitive. Oui, on voit qu'ils sont beaucoup plus larges, plus imposants. Bon, c'est vrai que faut rappeler hein, le côté avant-gardiste quand même de Star Trek. Voilà, ça date des années 60. Il y a certaines des technologies qui sont montrées dans la série qui ont inspiré des ingénieurs après par la suite, qui ont grandi avec Star Trek. Le téléphone portable à clapet développé par Motorola, il y a l'un des ingénieurs qui avait ouvertement exprimé qu'il s'était inspiré de Star Trek, quoi. D'accord. Alors malgré qu'on peut trouver ça cheap, nous aujourd'hui, il faut savoir que ce pilote avait coûté horriblement cher. À Oui. la base, ils avaient un budget de 500 000 et au final, ils ont débordé un peu et ils ont fini avec un budget de 630 000 $, je crois, un truc comme ça. Ouais, Donc ce qui était énorme pour l'époque. ouais, donc avec l'inflation aujourd'hui, je sais pas, ça doit taper dans les 1 ou 2 millions de dollars, un truc comme ça, je pense, hein. Ouais, ouais. Donc ce qui est vraiment énorme. Et donc, non seulement ils ont dépensé cette somme et ils ne l'ont pas diffusée, et en plus, ils ont retourné un deuxième pilote après. Oui, où l'homme dépasse l'homme, c'est ça, hein, Voilà. le titre. Après Star Trek, la grande qualité de Star Trek, notamment pour la série classique, effectivement, c'est tourné sur des plateaux pour représenter les planètes étrangères, etc. Donc il peut y avoir des fois un côté un peu théâtral dans le jeu, mais ce qui fait la grande qualité de Star Trek, ce sont les scénarios en fait qui sont vraiment très bien écrits, souvent avec une portée philosophique. Mmh. Je crois que là, on a Jérôme Bixby ou David Gerrold qui ont travaillé sur Star Trek, vraiment des pointures dans le domaine de la science-fiction, qui ont travaillé aussi sur la quatrième dimension, ce genre de série, quoi. Mmh. Ah, le Captain Pike a été enlevé, là. C'est ça. Du coup, on voit essayer d'ouvrir la porte justement avec les fameux phasers dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Quand un rayon rouge encore d'un laser classique, en fait, hein. Mais Mm. d'ailleurs, je crois qu'ils disent, quand ils parlent des phasers, ils disent les lasers, hein, littéralement. D'accord. Et alors, il y a une chose amusante, c'est que les Talosiens sont tous joués par des femmes Ah oui! et ils ont été post-synchro avec des voix d'hommes pour faire croire que c'était des hommes, en fait. D'accord. Mhm. Ouais. Et dans l'épisode, ils expliquent que les Talosiens ont un cerveau 3 fois plus gros que les êtres humains, hein, c'était ça. Ouais, c'était ça. C'est des terriens qui ont chopé le melon, en fait, non? C'est ça, peut-être bien. Monsieur Spock a un look un peu différent. C'est son attitude aussi qui est différente, hein. Il est plus souriant que
Oui, plus que dans la série. expressif. Ouais, ouais. Alors, et là, il est en train de se réveiller dans la fameuse cage que tu évoquais tout à l'heure. Mmh. Donc là, par contre, sur le maillot, ils ont le logo Starfleet déjà. Oui, Et par contre, on verra Kirk encore avec comment ce suite là avec le col qui est bizarre. Là. Une espèce de col roulé à moitié. Ouais. j'ai l'impression que Tracy Tormé sur la série Slider s'était inspiré de cet épisode-là, avec l'épisode un monde d'envahisseurs. Où on fait la rencontre des Cro-Mags et il y a une prison vraiment très similaire. Une illusion. Une créature extraterrestre. Ouais. C'est pas trop en fait ce qu'ils En, collectionnent. en fait, oui, c'est ça. Les Talosiens collectionnent différentes espèces, si on comprend bien. Mais d'ailleurs, si je me souviens bien, dans le classique, on voit pas une sorte d'extraterrestre comme les Talosiens là. C'était l'empate, je crois, où c'est Dr McCoy qui est enlevé et Ah qui est, oui, et qui est torturé par des extraterrestres pour que une femme qui a des pouvoirs de guérir, tu sais, oui. développe ses pouvoirs. Et je me demande en fait s'ils n'avaient pas la même tête que les Talosiens. Je me rappelle Ah, plus. ils ont une grosse tête aussi, mais c'est pas des Talosiens. C'est pas tout à fait les Mais mêmes. ça y ressemble un petit peu. Mhm. Mais effectivement, dans la ménagerie, on les revoit. Alors en fait, on apprend dans cet épisode qu'il y a une guerre sur cette planète Talos 4. Je crois qu'il y a quelques milliers d'années, qui a détruit un peu cette civilisation. Et maintenant, ils utilisent des hallucinations quoi, pour vivre normalement ou de manière plaisante. Quoi. Ah oui, oui. Et d'ailleurs, Vina, je crois qu'elle dit à un moment que plus ils utilisent leurs illusions et que ils partagent les sentiments de leurs cobayes, plus ils sont accros, je crois, quelque Oui, chose comme ça. oui, Et que s'ils utilisent trop leur pouvoir, après ils deviennent accros et ils restent en boucle à c'est utiliser tout le ça. temps leur pouvoir de créer des illusions. Et puis, bah, ils vivent en fait dans une espèce de chimère, quoi. Et ils ont l'intention de trouver une espèce qui leur permettrait de recréer leur civilisation, de reconstruire leur machine que eux ne seront incapables en fait de réparer. Hmm. Moi, quand j'avais vu l'épisode, ça m'avait fait penser un peu à celui de Stargate SG1, où l'équipe Stargate se retrouve coincée sur une planète où ils sont dans une. Bah, ils sont soumis à des illusions justement pour les emprisonner, pour rester Oui, à divertir. oui, c'est ça. Oui, ça a été réexploité souvent dans la science-fiction, dans pas mal de séries. D'ailleurs, si je me souviens bien, il y a une légère allusion dans Star Trek Next Generation. Alors, je sais plus dans quel épisode, mais ils disent que l'interdiction d'aller sur la planète Talos 4 a été levée et Ah oui, que oui, maintenant ils oui, peuvent y retourner. Donc, oui. Bah mais certainement depuis la ménagerie aussi, où vers la fin de l'épisode, on apprend bah, que voilà, il y a une autorisation de Starfleet pour que Pike retourne sur la planète. Donc les choses ont peut-être évolué depuis ce moment-là, en fait, où ils ont repris contact. hmm, Et c'était une bonne idée de la part de Gene Roddenberry bah, de comment dans la ménagerie bah, d'utiliser cet épisode, des extraits de cet épisode pour raconter l'histoire du capitaine Pike, qui était le prédécesseur de Kirk, mais que les téléspectateurs ne connaissaient pas à l'époque. ouais, tout à fait. Et je ne sais pas si, Alexis, tu peux nous en parler, mais Star Trek a eu un succès très tardif, même aux États-Unis. Quand ça a été diffusé au début, ça n'a pas eu de succès.
Oui, tout à fait, ça a pas oui, en fait, Star Trek n'a pas été, un carton, tant que ça, quoi et quand ils sont arrivés à la fin de la troisième saison, donc ils ont arrêté et il n'y avait pas vraiment visiblement de suite prévue. Ils avaient fait une série animée, je crois, si je me souviens bien, peu de temps Oui. après, Mm. qui n'a pas tellement marché si je me souviens bien et en fait, c'est le noyau dur des fans de Star Trek, en fait, qui s'est mobilisé en envoyant sans arrêt du courrier, du courrier, du courrier pour dire: «On veut que Star Trek revienne, que Star Trek revienne» et c'est comme ça que donc ils avaient prévu de refaire une, nouvelle série et puis en fin de compte, les années ont passé et comme on était dans la fin des années 70, donc ils ont dit: «Bah, on va plutôt faire un film». En plus, je crois qu'il y avait déjà le premier Star Wars qui était sorti, il me semble à Oui, l'époque exact. Ouais. et donc pour se frotter à Star Wars, ils ont dit: «Bah, plutôt que de faire une nouvelle série, on va faire un film» et donc voilà, ils ont fait le premier film avec, toute l'équipe qui était revenue, à bord de l'Enterprise et d'ailleurs, pour l'anecdote, nous, chez nous en France, il me semble qu'on a eu le film diffusé avant la série, Oui, oui, oui. sur les écrans de télé, hein, parce que nous, ça a été très très tardivement qu'elle a été diffusée. Je crois qu'elle a été diffusée sur TF1 au début des années 80, je crois, la série Et, classique, et puis après sur la 5. sur la 5, ouais. Mais le problème, c'est que bah, c'est arrivé avec une quinzaine d'années de décalage. Donc le public français, par exemple, avait vu Cosmos 1999, qui avait Ouais, des effets plus sophistiqués que Star Trek. Donc à l'époque, Star Trek avait un peu une mauvaise réputation, bah, que ça faisait assez kitsch, assez vieillot par rapport à ce qui pouvait se faire dans les années 70, début des années 80. Et puis après, la série a été revalorisée, heureusement. mmh, Mais même la nouvelle génération, hormis des diffusions sur Canal Jimmy, il a fallu attendre la TNT au début des années 2000 pour avoir une diffusion grand public de Star Trek la nouvelle génération, alors qu'elle datait de 1987. Bah, il y a toujours un décalage. tout à fait. Moi, je me rappelle que Next Generation, je l'ai découvert à l'époque où ils ont fait la sortie en DVD, vous savez, avec les fascicules, Oui, Hmm. en kiosque, à journaux les et moi, c'est éditions comme ça Atlas. voilà, moi, c'est comme ça que je l'ai découvert. J'ai jamais vu une diffusion. Enfin, j'avais vu un ou 2 épisodes par-ci par-là en diffusion, mais je me disais: «Ouais, ça a pas l'air terrible» et cetera et puis, quand elle est sortie donc, dans les kiosques en DVD, je me suis dit: «Allez, je vais me la faire en intégrale» et puis, finalement, j'ai pas regretté parce que c'est vraiment, Next Gen, c'est vraiment une très, très bonne série. Ah oui, oui, excellente série. Et puis Gene Mmh. Roddenberry était investi dessus avant sa disparition, mais ils ont réussi à aller très loin avec la nouvelle génération. Donc là, voilà, il est soumis à des illusions où il revit, un combat où il a eu des hommes à lui qui ont été tués, si je me rappelle bien. Trois hommes, oui, qui sont Ouais. morts. En fait, les Talosiens le repoussent dans ses retranchements. Oui, c'est ça. En fait, il veut qu'il soit obligé de protéger, Vina pour qu'il ait des sentiments pour elle, limite. Ouais. Alors pour ceux Et qui chercheraient le pilote, il faut savoir qu'il est alors moi j'ai les coffrets en métal comme ça là, avec les boîtes métal. oui, Donc très beau vous le coffret. trouvez sur cette édition et vous avez 2 versions. Vous avez une version normale et une version longue où en fait ils ont laissé tous les passages en noir et blanc, heu, voilà, dans les pilotes pilotes. Et il faut savoir que récemment, la série était encore disponible sur Netflix et The Cage était proposé en version française, alors qu'ils ne le sont pas sur les DVD Tout et les à fait, Blu-ray. Hmm, ouais. Hmm. Oui, c'est de la VO sous-titrée, exact. c'est ça. Et là, c'est Paramount Plus, je crois, qui a récupéré les droits du coup. D'accord. Et qui propose toutes les séries. Donc ils ont refait un doublage intégral de l'épisode, en Oui, français? oui, récemment. Ouais. D'accord. Alors Maxime, est-ce que l'histoire de Et The Cage t'avait permis de raccrocher un peu avec Strange New World au niveau de l'histoire? Oui, bah, disons que c'est surtout bah, que c'est intéressant de retrouver certains personnages
Mais de toute façon, oui, comme il y avait déjà eu un épisode de Strange New World qui justement faisait référence directement à cet épisode-ci. Là, au moins, ça a permis de combler totalement le trou par rapport à cet épisode que je pouvais avoir. Alors après, c'est plus dans la ménagerie, mais dans Strange New World, dès l'épisode pilote, il est évoqué que Pike a des cauchemars par rapport à un accident qui va lui arriver. Et finalement, oui, c'est ce qui va lui arriver dans la ménagerie, un grave accident qui va le défigurer et laisser paralysé. Je trouve qu'il ressemble un peu à James West par moment. Oui, les yeux bleus, le regard très assuré. Alors en fait là, par la suite, les Talosiens vont lui permettre entre guillemets de vivre Il éprouve une grande certains de ses rêves pression. du fait de tenir l'équipage d'un vaisseau de plus de 200 personnes et il rêve de retourner dans sa ville natale, d'avoir une vie un peu plus calme, un peu plus paisible quoi. Ouais. Ce que Kirk se demandera aussi dans certains épisodes de classique. Hein. Oui. On a déjà un peu le caractère qu'aura le capitaine en fait dans l'Enterprise. Hein. Oui, il y a des similarités entre les deux personnages. C'est dans Star Trek Génération, le capitaine Kirk, prisonnier du Nexus, mène une petite vie tranquille dans une maison de campagne, quoi. Donc oui, c'est Oui. vraiment le même type de personnage, de héros qui rêve juste d'une petite vie tranquille, quoi. Même si, dans la série originale avec Kirk, ça arrivera plus tard, ce genre comment dire, de présentation de ses envies. Et à un moment donné où on connaît davantage le personnage. Alors que là, je trouve que c'est particulier, sachant que c'est le pilote de la série, de déjà nous mettre ce genre de trait de caractère du personnage, alors que on n'a pas vraiment conscience en fait de toute cette pression qu'il peut avoir vis-à-vis de l'équipage ou du reste. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je pense que c'était lié à l'intrigue là qu'ils voulaient développer avec les Talosiens, c'est pour ça qu'ils l'ont écrit comme ça. Alors là, ils essayent de percer la porte de l'entrée du repère des Talosiens. On voit qu'il est bien fourni en effets spéciaux quand même, ce pilote. Oui, pour l'époque, des effets spéciaux un peu similaires aux envahisseurs. Oui, c'est vrai. Hein. Alors on ne sait pas trop si c'est une illusion ou pas. Est-ce que les Talosiens utilisent l'illusion pour leur faire croire qu'ils n'ont pas réussi à insuffler le moindre dégât, quoi. D'ailleurs, ce qu'il y a d'étrange, c'est que on comprend pas pourquoi le médecin est avec l'équipe de. Oui. C'est au cas s'il y a un petit accident. C'est vrai que là, le fait d'avoir le médecin également avec eux donne l'impression que c'est surtout pour combler un peu le manque de personnages, le manque d'acteurs qu'il y a, et c'est pour voilà, Oui. compléter Oui. un peu le décor pour que ça soit un peu moins vide. Oui, on a une équipe déjà un peu plus restreinte par rapport à la série classique qui viendra par la suite. Hein. Oui, l'autre chose aussi qu'on peut noter, c'est que visiblement Spock n'a pas de conflit avec ce docteur-là, contrairement au à conflit McCoy. à McCoy qu'il aura plus tard. Où ils ont une relation un peu complexe en fait. Hein. Ouais.
Là, visiblement, ils sont plus distants, hein, entre eux. Oui, ouais, c'est ça. Bon, et puis là, la nature de Spock n'est pas évoquée, qu'il est moitié humain, moitié vulcain, pas Mmh. encore. C'est vrai que c'est un pilote qui finalement comment dire, montre des choses, mais n'en explique pas beaucoup. Oui, Puisque que ce soit sur le fonctionnement du vaisseau, les différents directeurs qu'il y a, et c'est pour voilà, euh, oui, compléter oui, oui. un peu le décor pour que ça soit un peu moins vide. Oui, on n'a pas, on a une équipe déjà un peu plus restreinte par rapport à la série classique qui viendra par la suite, hein. Oui, l'autre chose aussi qu'on peut noter, c'est que visiblement, Spock n'a pas de conflit avec ce docteur-là, contrairement, au À conflit qu'il McCoy, voilà, à Mm. McCoy qu'il aura plus tard, ouais. où ils ont une relation un peu complexe en fait, hein. Ouais, là, visiblement, ils sont plus distants, hein, entre eux. Oui, ouais, c'est ça. Bon, et puis là, la nature de Spock n'est pas évoquée, qu'il est moitié humain, moitié vulcain, Mmh. pas encore. C'est vrai que c'est un pilote qui finalement comment dire, montre des choses, mais n'en explique pas beaucoup. Puisque Oui, que ce soit sur le fonctionnement du vaisseau, les différents différents types d'équipes, entre guillemets. Même si là, comme on a dit tout à l'heure, il y a pas encore vraiment toute la catégorisation, puisqu'on n'a pas les uniformes rouges. Euh, mais pareil, bah, certes, ils évoquent comment dire, les créatures extraterrestres là, qu'ils rencontrent sur la planète, mais il n'est pas fait mention ou d'explication des natures justement extraterrestres de leurs propres membres d'équipage. oui, c'est vrai. Oui, oui, on n'a pas trop d'éléments sur la fédération en tant que telle, sur le mode d'organisation. Bah, disons que le pilote dure 1 heure, donc ça aurait été certainement trop compliqué entre guillemets d'évoquer tout ça. Ouais, l'autre chose qu'on peut noter aussi, c'est que visiblement Pike n'a pas la même relation avec l'Enterprise que Kirk a, lui. Parce Oui, que dans beaucoup d'épisodes de classiques, quand, l'Enterprise est en danger, on voit Kirk, on voit qu'il aime vraiment ce vaisseau, quoi. Il tient à ce vaisseau. Parfois, on se demande s'il tient pas plus au vaisseau d'ailleurs qu'à sa propre vie. oui, c'est vrai. Et alors que là, Pike a l'air plus distant et lui, il a l'air plus de se soucier de ses hommes que du vaisseau, en fait. Oui, c'est ça. Oui, et puis même il envisage déjà de quitter sa mission sur Starfleet. Donc oui, ils ont ils sont différents sur ce point-là, ouais, totalement. Mmh. Alors là, bon, on se rend compte que les Talosiens aussi peuvent très bien s'exprimer par la parole, hein. Ils n'utilisent pas que la télékinésie pour communiquer entre eux ou avec d'autres espèces. D'ailleurs, après, on retrouvera dans classique, pas mal ce type de décor avec, de grottes avec le papier mâché, Oui, qu'on voit. Mm. on voit souvent, ouais, on retrouve souvent ça dans la série classique, effectivement. La série classique qui a pas mal évolué quand même durant ces trois saisons. Je Mmh. trouvais que la première était peut-être la meilleure, les 2 premières. La troisième, ça avait été repris par un autre producteur, si ma mémoire est bonne. Oui, il me semble. Mmh. Ouais, il y avait pas un petit déclin peut-être dans la troisième saison. Oui. Mmh. Et est-ce que vous avez des épisodes fétiches de la série classique? Ah oui, alors, le mien, celui que j'adore, c'est le Corrigon. Ah oui. Quand ils reçoivent une sonde là, nomade et Mmh. puis, je l'adore cet épisode. Je le regarde, régulièrement. Et puis, Arena aussi.
Ah, il était bien celui-là aussi. Mm. T'avais Contretemps avec Joan Collins, l'histoire de voyage dans le temps avec Ah cette oui. espèce de portail qui était très très bien. C'est vrai. Et puis celui avec Cannes aussi. Ah oui, ouais. Ouais, c'est pas un de mes préférés celui-là, mais ouais, effectivement. Il posera les bases pour le film après, plus tard. Oui. D'ailleurs, pour l'anecdote, Monsieur Tchekhov ne figure pas dans cet épisode, alors que quand ils se rencontrent dans La colère de Cannes, le personnage fait comme s'ils se connaissaient. Oui, Donc, c'est vrai. c'est assez amusant. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, cet acteur, il est mort prématurément en 1969 sur un tournage. Il a fait une chute dans un escalier et il a dû avoir comme une commotion cérébrale, quoi. Ah, d'accord. Les Talousiens me rappellent aussi un peu les extraterrestres de comment ça s'appelait Chronique martienne. Ah oui, bah oui, où ils Oui. utilisent effectivement les illusions comme ça. Donc là, Pike retourne dans sa ville natale. Hmm. On voit le décor futuriste d'ailleurs à l'arrière-plan. Et d'ailleurs, il vit les scènes qu'il a expliquées au tout début de l'épisode au docteur. Parce qu'il lui Oui, dit je voudrais retourner chez moi, m'occuper de mes chevaux. oui, tout à fait. Bah, il rêve d'une vie très très simple en fait, hein, au plus proche de la nature. Et Alexis, cette petite scénette ne te rappellerait pas une autre série par hasard? Oui, moi, ça me rappelle la cinquième dimension, enfin The Twilight Zone version couleur, mais comme c'était diffusé sur la 5, ça s'appelait la cinquième dimension. Et oui, ça me rappelle un épisode où c'est une jeune femme qui est dans le futur et qui se réveille dans le monde futuriste, elle ne comprend rien en fait, pourquoi elle est dans ce monde futuriste, alors qu'elle était juste avant avec son copain justement en train de faire un pique-nique. Et puis en fait, l'image s'est mise à se brouiller et tout a disparu. Elle s'est réveillée comme ça dans le monde futuriste. Et en fait, donc elle apprend qu'elle est une employée de bureau, je ne sais plus trop quoi, et qu'en fait, les machines à rêve, c'est pour leur moment de détente ou leur pause, enfin, je ne sais plus trop. Et en Hmm. fait, à la fin de l'épisode de la quatrième dimension, qui est dramatique, c'est qu'elle retourne dans son rêve et il y a un court-circuit avec la machine, elle meurt et donc elle reste définitivement dans son rêve. Ouais. D'accord, ouais, d'accord. Oui, donc c'était la nouvelle version de la quatrième dimension dans les Ouais. années 80. Mm. D'ailleurs, en parlant de la quatrième dimension, bah, ça me fait penser au fait que Gene Roddenberry a souvent déclaré que le fait d'écrire de la science-fiction, ça lui donnait une certaine liberté en matière d'écriture. Dans les années 50, 60, c'était pas évident, dans les séries à la mode du moment, les séries policières ou autres, de parler de racisme, de certains sujets pouvant être durs, alors que au travers de la science-fiction, comme pour la quatrième dimension, ça leur offrait plus de liberté, quoi. La possibilité de faire des paraboles et autres. Et d'ailleurs, Gene Roddenberry, il explique dans une interview qu'il a vendu la série à la maison de production comme un western dans l'espace. Parce Oui, que à l'époque, c'était les séries western qui cartonnaient. Et il disait oui, mais on va remplacer les 6 coups par des pistolets laser, les chevaux par des vaisseaux. Mais il dit vous inquiétez pas, ça sera un western dans l'espace. Et ouais, je pense qu'il y a ça aussi quand ils ont vu le décalage entre ce qu'il leur a vendu et l'épisode pilote. Je pense qu'ils se sont dit oula, il nous a un peu entourloupé, je crois. c'est ça. Oui, et d'ailleurs, il n'était pas spécialisé, hein, Gene Roddenberry, dans l'écriture de la science-fiction. Il s'est intéressé à ce genre-là, mais c'était pas sa spécialité à l'origine, quoi. Ouais. Parce que oui, en plus quand tu réfléchis au fonctionnement de l'équipage de Starfleet,
c'est beaucoup, enfin c'est quand même un cadre qui se veut très très militaire avec les grades, enfin, même le vaisseau. Enfin c'est le parallèle est plutôt par rapport à si c'était des gens sur un porte-avions ou même un sous-marin. Donc effectivement, Oui, aller leur vendre ça comme si c'est des cow-boys dans l'espace, c'est un peu c'était osé. une belle façon de le faire. Et puis c'est vrai que la grande force de Star Trek, bah, surtout dans la période actuelle, c'est de vendre un futur quand même optimiste, de nous montrer que par le biais de la science, de la technologie, on va réussir à résoudre beaucoup de choses, trouver des solutions à la pauvreté et autres, et puis être en capacité d'explorer l'espace. Bah, ça donne une vision positive du futur. Parce que actuellement, c'est vrai qu'on a souvent des représentations très noires de l'avenir. Et Star Trek, c'est une autre façon de voir les choses, même si, voilà, il est expliqué dans Star Trek qu'au au XXIe siècle, il y a eu des conflits internationaux et autres, mais que l'humanité a trouvé des solutions, quoi. Hmm. Et donc, Sébastien, je me posais une question. Il a bien été fait sur pellicule, hein, cet épisode pilote. Oui, oui, Il a oui, il a pas été eu- filmé sur 35 mm, un procédé un peu différent par rapport à la nouvelle génération où les épisodes avaient été convertis sur cassette et ça avait été assez compliqué de les remasteriser. Et il y a certains passages d'ailleurs qu'ils n'ont jamais retrouvés. On voit à quoi passent leur temps les officiers de Starfleet. Hey. Oui, Ah ouais, Un peu chez Hulk, curieux, là. cousine de Hulk qui est là, sur cette planète. la cousine du docteur Banner. Mais bah, au début de l'épisode, Pike évoquait la possibilité de monter une affaire sur Régulus. Hmm. Et Régulus est connu bah, pour ses femmes à la peau verte, ses célèbres danseuses à la peau verte, qu'on retrouvera dans d'autres séries Star Trek d'ailleurs, hein, Oui. notamment Enterprise avec Scott Bakula, pour ne pas le nommer. Donc, on peut supposer que, en fait, l'autre homme qui est avec eux, c'est un marchand, peut-être, Oui, oui, d'esclaves, ou on ne sait pas oui, trop. on suppose. Lui, là. Oui, parce qu'il a une tenue qui donne pas l'impression qu'il fait partie de Starfleet, comme celui-ci qui, lui, a l'air d'avoir une tenue un peu plus officielle. Plus réglementaire. Hmm. On retrouve ce mise en scène typique des années 60, beaucoup de gros plans. Comme on le disait, beaucoup de luminosité. Oui, très coloré. Oui, c'est ça. Pour montrer bah, voilà, le passage à la couleur dans les années 60. Hmm. D'ailleurs, je crois que les États-Unis, ils ont eu la couleur bien avant nous, hein, en France. Oui, parce qu'en France, c'était dans les années 70, c'est pas ça? Ouais, il me semble. Ouais. Oui, oui, ils étaient bien en avance par rapport aux Français. Voilà à quoi aurait pu ressembler une version de She-Hulk à cette époque-là. On avait Hulk, on avait She-Hulk, Voilà, on avait Wonder Woman, on avait Superman à l'époque. c'est ça. Et donc là, on voit pas mal d'acteurs présents dans cet épisode pilote qui finalement on ne reverra pas par la suite, ni même dans la- l'équipage de Kirk. Oui, tout à fait. Ouais. Il n'y a que Spock et Majel Barrett Qui reviendront. qui sont revenus. Ouais. Mais Il faut dire qu'ils ont un look un peu
peu générique, je trouve, où ils sont tous un peu la même tête, le même type de coiffure, qui moi me fait penser un peu à des poupées, enfin des versions Ken de Ah, personnages. bien vu. Et par contre, quelqu'un sait si donc il a juste été projeté pour les diffuseurs, enfin il a juste fait en projection, en test pour les studios pour savoir si ça allait être diffusé, mais il n'a jamais été diffusé. Non, Après, il a été diffusé à la télévision américaine que 20 ans après, en ah c'est ça, 1986. ouais, Mais effectivement, avec les passages en noir et blanc qu'on évoquait, et puis après, au début des années 90, ils ont retrouvé l'ensemble et il a eu le droit à une exploitation vidéo, en fait. Donc, il a fallu longtemps avant d'avoir le droit de voir cet épisode en entier. d'accord. Alors là, les Talosiens ont ramené 2 membres de l'équipage de l'Enterprise, 2 femmes, pensant que Vina n'était pas au goût du capitaine Pike et les Talosiens souhaitent que Pike s'accouple en fait avec une femme pour avoir une nouvelle, comment dirais-je, une nouvelle espèce capable de faire revivre leur planète, quoi. Mmh. Oui, puis comme on le verra aussi à la fin, comme Vina est très blessée dans sa Oui, chair, peut-être aussi pour assurer bah voilà, la la descendance. descendance, Ouais, bien sûr. ouais. Oui, avec les Talosiens, tout n'est qu'illusion. C'est peut-être ça aussi qui a fait que ce pilote n'a pas plu, étant donné que la série Star Trek par la suite sera connue surtout par son côté très scientifique, même si ça reste science-fiction, et la résolution justement qui se font beaucoup à part le dialogue et justement comment dire, la, la technologie ou justement la science. Et donc peut-être que leur mettre un antagoniste qui utilise des pouvoirs qui se rapprochent un peu à de la magie presque, là, du fait que par exemple ils arrivent à, là, à capter la téléportation d'une partie de l'équipage et on ne sait pas trop comment ils utilisent ça parce que ils ont beau dire qu'ils utilisent des illusions, mais là visiblement ils ont quand même réussi à vraiment les capturer. Donc tu sais pas trop comment ça fonctionne. Et donc c'est peut-être ça Hmm. aussi qui a fait que cet épisode pilote n'a pas accroché du fait que euh, la- le fonctionnement de l'ennemi est un peu trop flou par rapport à d'autres ennemis qu'on verra par la suite où là les résolutions de problèmes qu'ils auront seront plus explicables avec de la pseudo-science qu'on pouvait avoir à l'époque. C'est vrai que Ah, c'est l'une des grandes qualités de Star Trek, c'est ce côté scientifique. La série d'ailleurs avait plusieurs conseillers scientifiques à sa disposition pour créer voilà un côté plausible, un côté vraisemblable. là, c'est pareil, le logo sur le sweatshirt de Monsieur Spock, il est pas encore, c'est pas la version définitive encore. Non. Alors là, on a vu que les Talosiens avaient réussi aussi à prendre contrôle de l'Enterprise avec leur pouvoir psychique. Mmh. Après, comme le disait Maxime, comment est-ce qu'ils font ça concrètement? C'est incroyable. Oh, il peut être brutal, le Captain Pike, hein? Mm. Voilà, on se rend compte qu'ils sont tout petits en fait les Talosiens, hein. Oui. Donc Et c'est puis ce que tu surtout, on va disais tout à découvrir l'heure, ce sont des actrices. Oui, c'est ça. C'est toutes des femmes en fait qui ont été, et leurs voix ont été, post-synchro ensuite, avec une voix d'homme pour faire croire que c'était des hommes. All right. Now you try one more illusion, you try anything at all, and I'll break your neck. Your ship
release me, or we'll destroy it. Après, c'est les séries de ces époques-là avec quand même une grande force, c'est le pouvoir de l'imagination. Même en ayant des moyens limités, bah, il n'y avait pas beaucoup d'effets spéciaux à l'époque. En ayant une bonne histoire, bah, ça fonctionne, quoi. Les spectateurs se laissent prendre au jeu, quoi. Quand l'écriture est là, quand il y a un bon scénario, bah, ça passe. Et il y avait de la conviction aussi derrière le petit écran. Alors quand l'Enterprise là, se fait scanner, on voit un certain nombre d'images qui passent au crible. Dans la version remasterisée, ils ont mis quelques nouvelles images. Bah, on voit notamment comment l'homme marche sur la Lune en 1969. Ah, d'accord. Mm. Voilà, on arrive à la fin de l'épisode. C'est là où on y voit un petit peu plus clair sur le fonctionnement du phaser de Pike. Mais c'est vrai ce que disait Maxime, c'est qu'on ne comprend pas tellement le fonctionnement de leur pouvoir psychique, parce que normalement, ils devraient pouvoir bloquer le phaser aussi, puisqu'ils arrivent à bloquer Oui, bah, l'Enterprise. techniquement, oui. Après, ce qui a été montré aussi, c'est que Pike, en ayant une posture d'agressivité, bah, les Talosiens peuvent avoir moins de contrôle sur lui. Ils ne peuvent plus lire dans ses pensées, par exemple. Alors, ça a peut-être une incidence, voilà, vu que c'est lui qui tient l'objet. Bon, on sait pas trop. Il y a un petit côté aussi planète interdite dans cet épisode pilote. Ah oui, tout à fait. Rien qu'au niveau des décors utilisés. Donc là, il y a un échange un peu tendu entre le gardien talosien et puis les membres de l'équipage qui souhaitent quitter cette planète. Ouais. Et En fin de numéro. compte, on se dit qu'ils voulaient arriver à ce dénouement-là, hein, les Talosiens, en fait. Oui, c'est bien possible. Ouais. Bah, ils se sont rendus compte surtout que les humains refusaient de vivre en captivité, que ça les rendait agressifs, que c'était pas une espèce docile. Et puis numéro 1 va menacer de mettre son phaser en surcharge, en fait. Se tuer s'ils ne sont pas libérés, quoi. Dans la ménagerie, le dénouement de l'épisode est présenté un peu différemment. Oui. Je sais pas si tu te souviens, Alexis. Oui. En fait, ils font croire que Pike se lève de son fauteuil et va avec Lina, alors qu'en fait, là, dans l'épisode pilote, c'est le double qu'ils ont créé de lui qui va avec. Voilà. Voilà, c'est la petite différence par un petit effet de montage. Et d'ailleurs, le Pike de la ménagerie, bah, c'est pas Jeff Hunter n'est pas revenu dans la ménagerie pour jouer, pour reprendre son rôle. Ouais, bah. Il y avait des relations compliquées avec la production, parce que tu expliquais tout à l'heure que son épouse voulait tout contrôler, tous les plans de son mari, tous les grands plans réalisés. Oui, puis lui, il était plus attiré pour faire du cinéma. Donc, c'est ça. Donc là, les Talosiens, en fait, comprennent pas la réaction des humains. Ouais, ils comprennent qu'ils veulent pas vivre en captivité. Ouais, je me suis toujours demandé ce que ça aurait donné une série avec
Jeffrey Hunter, justement, plutôt que Bill Shatner. Ouais. Oui, c'est deux styles un peu différents. Ah oui, ça... Mm. Shatner, William, Shatner, enfin, le capitaine Kirk, lui, dès qu'il pouvait, il allait se friter avec l'ennemi. c'est ça. Il sortait les points tout de suite, lui, pratiquement. Oui, oui. Bah, d'ailleurs, c'est la grande nuance par rapport à l'époque de Picard, où c'est vraiment au XXIe siècle, on est beaucoup plus dans les relations diplomatiques. Tu vois rarement Picard aller au corps à corps, quoi. Ouais. Mm. Donc là, on va voir sa vraie apparence. Enfin, juste après. Bon, ils vont réussir à ramener une partie de l'équipage dans un premier temps. C'est là aussi où on voit la différence entre les séries à l'époque, et notamment au niveau du scénario, et où on laissait beaucoup de place à l'imagination sur Mm. les résolutions, sur voilà, plein d'éléments. Alors que aujourd'hui, le même épisode, pendant toutes les scènes là où on avait la téléportation qui se faisait en partie, et où on n'a pas eu forcément beaucoup de dialogue, on aurait eu quelqu'un qui aurait été en train d'expliquer oui, je suis en train de recalibrer les trucs pour réussir à Oui, faire passer. c'est Tout ça. tout un jargon pour essayer d'expliquer comment est-ce qu'ils arrivent à faire fonctionner. Donc là, malheureusement, Vina découvre à l'écran sa véritable apparence. Elle a été gravement accidentée, quoi. Et les Talosiens ont essayé de la reconstruire, mais ils ne savaient pas à quoi ressemblait un être humain. Alors que c'est vache parce que honnêtement, à part leur immense front et tête, ils ont une tête quand même très humaine, donc ils auraient pu lui faire des joues similaires à ce que eux ils ont. Ça aurait été plus C'est ça. bien passé. Ils ont donné libre cours à leur créativité, j'ai l'impression, hein. C'est pas très sympa de leur part. Et là, voilà le fameux double de Pike qui va une illusion qui est donnée pour que Vina puisse vivre de manière heureuse, quoi. Un peu comme Rose avec le 10e docteur quand elle récupère le. Oui, Ah oui, oui, exactement. Dans Doctor Who, mais dans l'autre monde, là où elle se retrouve. C'est ça, avec avec le double, docteur. tout à fait. Et effectivement, on dirait bien la guerre des mondes, hein. Et ça reviendra, hein, le truc des doubles aussi avec le capitaine Kirk, quand justement Chapel, elle retrouve son mari là dans une grotte et qui crée des robots à l'effigie de Kirk et de. Ah oui. Ce sera repris dans Stargate, ça aussi, ce concept-là. Il y avait un épisode aussi qui était bien, celui avec l'univers miroir, là. Ah oui. Ouais. Quand tu parles de double. Oui, c'est vrai. Mais je me demande d'ailleurs si le médecin là, on le revoit pas dans un épisode de classique, il m'a semblé. Dans un autre rôle, peut-être? Oui, je crois, je suis pas sûr. Et c'est intéressant, la représentation de la technologie. Il y a un outil qui est un peu comme un fax aussi parmi leur équipement. Donc là, il y a un peu le même type de relation qu'avec le docteur McCoy, avec ce côté un peu humour, jeu d'humour entre le capitaine et le docteur. Et voilà, ils repartent pour de nouvelles aventures. Ouais, voilà. Visiblement, ils partent en marche arrière. C'est ça. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode pilote? Ah, moi je l'ai bien aimé, hein, vraiment.
Alors, il est un peu long, par contre, un peu, je trouve. Et il fait combien? 1h10, hein, quelque chose comme ça, je crois. Oui, un petit peu plus long qu'un épisode Ouais, standard de 40-45 minutes. ouais, je pense qu'ils auraient pu cutter quelques passages un peu longués, mais dans... Ça, on est sur 1h03, 1h03, Ouais, 40. c'est ça. Ouais. Je pense qu'ils auraient pu ramener à 50 minutes, mais ouais, non, il est bien. Hein, j'ai bien aimé. Je me rappelle quand j'avais revu après, beaucoup plus tard. Ouais, je trouve qu'il dépareille pas par rapport à un épisode classique, quoi. Donc, Mm. Non, et puis on a les principaux codes quand même de Star Trek. Le thème musical, on a l'ambiance avec la passerelle, l'Enterprise, les déplacements vers d'autres planètes, l'organisation de l'équipage et tout. Bon, tout n'est pas parfaitement encore mis en place, mais l'état d'esprit est là. oui, tout à fait. Ouais. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont pu après l'intégrer dans la ménagerie en 2 parties. Hein. Voilà. Oui, oui, et de manière assez habile. Sur la ménagerie, je pense qu'ils n'avaient pas forcément un très gros budget, et par le biais d'une bonne histoire, ça passe très bien, quoi. Hein. Ouais, voilà. Puis en plus, comme tout n'était pas terminé au niveau des props et tout ça, donc bon voilà, ils ont pu dire que ça se passait bien avant Kirk, donc C'est c'est pas un ça, problème, quoi. Donc, ouais, 13 ans avant Kirk. c'est ça. Et, et puis, ils trouvent aussi comme prétexte de dire, tout est filmé, c'est les Talosiens, en fait, de par leur pouvoir psychique, qui peuvent donner cette retranscription, ces images, en fait, de ce qui s'est passé pendant ce voyage, quoi. Tout à fait. Ouais. Et toi alors, Sébastien ou Maxime, qu'est-ce que vous avez pensé de Christopher Pike par rapport à Kirk? Parce que moi, alors, je le dis, hein, sans problème, moi je suis un grand adorateur de Kirk. Shatner, pour moi, c'est mon idole. Pas seulement pour ce qu'il a fait avec Star Trek, mais tout le truc aussi qu'il a fait après. Mais je sais que pour beaucoup, c'est pas le capitaine préféré, Kirk. Alors, je sais pas, vous, votre avis, qu'est-ce que vous pensez de Kirk par rapport à, à Pike? Je laisse peut-être Maxime s'exprimer en premier sur ce sujet. Euh, cette version-là de Pike, difficile de se faire vraiment un avis sur un seul épisode par rapport à Kirk, qui lui en a eu plein. Hmm. Mais j'avoue que avec la série Strange New World, où je trouve on est vraiment revenu aux fondamentaux de Star Trek sur l'exploration, la découverte. J'avoue que j'aime beaucoup la façon dont est dépeint le personnage de Captain Pike. Et du coup, j'ai une préférence pour Pike par rapport à Kirk. Alors, On croise aussi Kirk dans Strange New World, enfin une autre version de Kirk, mais on le croise et ouais, je préfère Pike à Kirk. moi, je trouve très intéressant de voir qui a précédé, en fait, le capitaine Kirk, même si dans cette version, la version de The Cage, il est présenté comme étant plus froid, je trouve, comme capitaine. J'ai une préférence pour le capitaine Kirk, parce que certainement on l'a suivi au cours de nombreuses aventures, et puis Ouais. jusqu'au film Star Trek Génération. Après, j'admets que dans Star Trek Strange New World, on nous présente un capitaine Pike qui est intéressant aussi, qui a un certain humour, qui est un grand amateur de, de cuisine, qui sait bien échanger avec le reste de son équipage. Donc, Kirk est mon capitaine préféré, voilà, pour Star Trek classique, mais je trouve ça très intéressant d'en connaître plus sur le prédécesseur de notre capitaine, quoi. Hmm. Voilà, messieurs, ça a été un grand plaisir d'échanger avec vous sur The Cage. Plaisir partagé, Sébastien et Maxime. Voilà.
et puis de fêter ensemble le 60e anniversaire de Star Trek. Alors, on prévoit justement de vous concocter plusieurs autres commentaires audio de l'univers de Star Trek, revenir sur certains moments phares des différentes séries pour la suite et pour fêter la série à la hauteur de l'événement. Bah, à très bientôt, messieurs, pour un nouveau Silver Screen.